Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Connect, l'émission 100% connectée. Je vous rappelle que cette émission est en direct, n'hésitez donc pas à poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Et à l'approche du Mobile World Congress, nous vous proposons de nous intéresser aux téléphones mobiles et plus particulièrement à l'éco-responsabilité dans le milieu des téléphones. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Millet, président de Green & Biz. Bonjour Mathieu Millet. Bonjour. Nous recevrons un petit peu plus tard Camille Gobin qui viendra nous présenter la caméra 360 degrés de Gyroptique. Et enfin, Dimitri Weiss viendra nous présenter des produits vendus dans les magasins Lick qu'il a sélectionnés pour vous. Mais tout de suite, place à la première partie de cette émission. Restez connectés. Fitbit dévoile son nouveau bracelet connecté, le Fitbit Alta. En plus des fonctions suivies de santé, du sommeil, des entraînements et de fitness, le bracelet est maintenant doté d'une fonction rappel d'activité afin d'inciter ceux qui le porteront à rester actifs tout au long de la journée. Son design a également été revu pour lui donner plus d'élégance et son autonomie a, elle, largement progressé puisqu'elle a à présent une autonomie de presque 5 jours. Un bracelet disponible en plusieurs coloris et qui présente la particularité d'avoir des accessoires interchangeables. Et dernière nouveauté, ce nouveau bracelet est muni d'un petit écran tactile afin d'afficher et de suivre les notifications les plus importantes. Un bracelet attendu pour avril 2016. Deuxième actualité de ce mois-ci, vous pouvez à présent suivre votre exposition au soleil avec le patch UV connecté de L'Oréal. Présenté au CES 2016, ce dernier s'applique sur la peau et change de couleur lorsqu'il est en contact avec des rayons UV. Relié à une application, il permet de connaître le niveau d'exposition de la peau au soleil au fil du temps. L'application peut également reconnaître la couleur du patch en le prenant en photo et déterminer si le rayonnement du soleil endommage la peau ou accélère son vieillissement. Il va bientôt donc être possible de prévoir non seulement les coups de soleil, mais également les risques de cancer de la peau, un patch attendu lui aussi courant 2016. Et troisième actualité donc de ce mois, Louis Pion va lancer sa première smartwatch en partenariat avec le groupe Innovate. À l'apparence on ne peut plus classique, on va le voir donc sur ces images, cette montre à aiguille peut se connecter via Bluetooth à un smartphone. Les interactions sont purement informatives et permettent une mesure du nombre de pas ou encore des heures de sommeil. Intégrés dans la graduation du cadran, des LED peuvent s'illuminer en fonction du type de notification, appel entrant, SMS, notification de réseau social ou encore email reçu. Il est également possible de déclencher une prise de photo via son smartphone directement grâce à sa montre. Une montre bracelet interchangeable comme vous pouvez le voir également qui sera disponible dès ce mois-ci dans les magasins Lick. Et l'on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Quid de l'éco-responsabilité dans les smartphones? Pour en parler, donc, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Millet, président de Green & Biz. Donc, bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, Green & Biz, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Green & Biz, c'est tout simplement une stratégie simple, c'est l'alliance entre l'écologie et le business, comme quoi on peut aujourd'hui être éco-responsable et en même temps gagner de l'argent. Et alors, comment est-ce qu'on est éco-responsable dans les téléphones alors? Tout simplement en leur donnant une deuxième vie. Voilà, aujourd'hui, beaucoup de smartphones sont remplacés très, très rapidement alors qu'ils ont une valeur marché encore présente et souvent ils peuvent encore être utilisés. Après, très clairement, les consommateurs souhaitent avoir un produit fiable, propre et donc notre job à nous, c'est de savoir reconditionner toute la partie technique du produit et également ce qu'on appelle nous le reconditionnement du visible, donc c'est-à-dire reconstruire un portable, un smartphone qui soit comme un neuf. Et donc vous reconditionnez des smartphones, c'est une aventure qui a quoi, 2 ans, 3 ans aujourd'hui? 2 ans tout rond. Voilà, 2 ans tout rond. On a démarré en février 2014 et voilà, 2 ans tout juste. Et alors avant Green & Biz, est-ce qu'il existait déjà d'autres offres de reconditionnement sur le marché? Alors, il y avait des produits, c'est là où nous on a vu quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui vendaient des smartphones en ligne sur les marketplaces, sur les places de marché, sur le web et tout ça. Et tous ces produits étaient décrits comme peu présenter quelques traces d'usure, peu en bon état, en très bon état. Et en fait, le consommateur, il s'y perd, il ne sait pas si le très bon état de l'un, c'est le moins bon état de l'autre. Donc on C'était assez subjectif en fait comme, voilà, comme présentation.
Et nous, on a vu ce point de vue-là, du point de vue du consommateur, on s'est dit, voilà, on va construire une offre qui corresponde aux attentes du consommateur, c'est-à-dire je veux pas me poser de questions, le produit que j'ai dans ma boîte, c'est un produit qui est bien, il est garanti 1 an, il est testé et je l'achète en toute sécurité. Et alors justement, quand on se met du point de vue du consommateur, il peut le trouver où ce smartphone reconditionné? Dans l'ensemble de la distribution bientôt, là, donc on est aujourd'hui fiers d'avoir réussi à présenter nos marques chez des partenaires en grande distribution, mais aussi en distribution spécialisée, ou voire même sur Internet. Donc on est un peu présent partout et on essaye d'accentuer encore notre présence. Et alors, comment ça fonctionne par exemple? Où est-ce que vous récupérez ou comment est-ce que vous récupérez des téléphones donc, inutilisables pour pouvoir ensuite les reconditionner? Et où est-ce que vous les reconditionnez ensuite? On les récupère via différents approvisionnements, c'est-à-dire aujourd'hui on est capable de collecter avec des partenariats opérateurs le smartphone qui a été revendu par un consommateur chez l'opérateur pour en acheter un autre. On va être capable aussi de monter des programmes de rachat B2B, donc on va déstocker une grande entreprise qui avait acheté des iPhone 4S et qui s'en sépare parce qu'ils évoluent vers l'iPhone 6 par exemple. Ils rééquipent l'ensemble de leurs collaborateurs et donc du coup ils se séparent de ces téléphones. Exactement, donc là nous on intervient, on rachète le parc et ensuite on recycle le parc. Et alors justement, la partie recyclage, comment ça se passe? Vous les recyclez en France par exemple ou à l'étranger? Alors on recycle tout en France, on s'appelle Remade in France, la société, et puis c'est aussi, c'était un petit message pour dire voilà, on peut industrialiser encore des choses en France, on peut traiter des procédures de recyclage tout simplement parce qu'on a aussi une qualité de traitement qui est là, il faut savoir la vendre, donc on la vend. Et l'image aussi, j'ai envie de dire, beaucoup de nos clients sont responsables. Et aujourd'hui, c'est important pour eux de se dire qu'ils font travailler une société qui emploie des gens en France. Et bon nombre de nos clients jouent cette carte-là aussi. Ils sont patriotes, on va dire. Et alors justement, vous avez, je crois, 2 usines en France. Oui. Et combien de collaborateurs du coup? En ce moment, on doit être à peu près 300, je pense. 300 pour une aventure qui a débuté il y a 2 ans, c'est plutôt une belle aventure française. Combien de temps peut durer un smartphone du coup si on prend en compte le reconditionnement? Nous, on considère qu'on peut le recycler 2 fois. Donc, il a une première vie, sa première vie, après il a sa deuxième vie et il peut avoir sa troisième vie. Donc, il sort de l'usine une fois, il repasse une deuxième fois, Voilà. il repasse une troisième fois. Ouais, exactement. Et donc, au total, ça durerait? Ça durerait à peu près 5 ans. Et alors, du coup, quand vous revendez le téléphone, l'avantage pour le consommateur, c'est j'imagine qu'il est moins cher? Il est moins cher, il est retesté, regaranti, donc il y a un service après-vente ultra rapide. On vient de nous du monde du service, donc on l'a mis au cœur de la stratégie. Et pour le consommateur, il y a un produit qui est peut-être pas le dernier cri, ou qui peut être aussi le dernier cri, parce qu'on recycle les derniers modèles. Mais voilà, il y en a pour chacun et pour chaque budget, quoi. Mais alors donc du coup, quand vous récupérez des téléphones qu'il est possible de reconditionner, j'imagine que tout n'est pas à jeter dedans. Quelle est la première cause par exemple de panne sur un téléphone? Première cause de panne, souvent la batterie, aussi la casse écran. Là, donc c'est souvent je casse ma vitre et mon produit, c'est une panne aujourd'hui, quoi. Donc je casse ma vitre, je jette mon téléphone alors qu'en fait il est tout à fait utilisable, il suffit de changer la vitre et de... Alors je casse ma vitre, je peux aussi faire réparer mon téléphone, donc il y a des services de réparation. Mais quelque part, nous, comme on a un processus de recyclage, on est capable de changer la vitre. Quelque part, une vitre cassée ou une vitre rayée, pour nous c'est le même travail, parce qu'on l'enlève de toute façon, quoi. Quel que soit le téléphone, vous reconditionnez toutes les marques aujourd'hui ou il y a des marques avec lesquelles vous travaillez en particulier? Alors on ne recycle pas toutes les marques, c'est une question de choix. Après, d'un point de vue technique, tout est recyclable. Après, c'est une question d'économie. Donc un produit qui vaut pas cher au départ, on n'a pas nous l'économie pour pouvoir le traiter, le revendre et laisser une marge au réseau de distribution pour que tout le monde soit content. Et que voilà, donc aujourd'hui techniquement on pourrait tout faire, sauf qu'on prend le parti de ne pas faire. Et aujourd'hui on fait essentiellement la gamme iPhone parce que déjà on aime la marque et puis parce qu'on considère que le produit est un produit noble, que le consommateur veut l'acheter, il est fier de l'acheter neuf. Et tout simplement, quand il était revendu d'occasion, il était vendu par différents processus, des fois sans garantie, des fois avec des pièces pas d'origine, et quelque part ça nuit à la qualité qu'on peut percevoir de la marque. Donc nous on travaille vraiment à essayer de faire en sorte que le consommateur ne soit pas que satisfait du fonctionnement, mais de l'expérience qu'il vit avec le produit. Et ça veut dire par exemple que quand on achète un téléphone qui est remade in France, on a une garantie remade in France associée? Exactement. Donc vous déclarez votre garantie sur notre site internet et en cas de problème, on est capable de venir enlever le produit dans votre boîte aux lettres, de vous le réparer, de vous le relivrer directement. Et alors, on parlait de l'iPhone, vous avez peut-être beaucoup de nouveaux clients qui vont arriver bientôt, ou en tout cas beaucoup de nouveaux produits. On parle depuis 2-3 jours de cette erreur 53 qui ferait
où Apple donc rendrait ses téléphones inutilisables lui-même à partir du moment où ils sont passés par un revendeur qui n'avait pas respecté les conditions de sécurité que lui voulait voir respectées. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez intervenir par exemple? Alors, non, tout simplement. Parce que nous-mêmes, on a pris la même position, c'est-à-dire que quelque part, nous, on achète des matières et un produit qui ne serait pas compatible ou avec un bouton Home de reconnaissance digitale qui qui ne fonctionnerait pas, c'est un produit qui ne permet pas d'être réappairé à la carte mère. Donc, quelque part, on le refuse à l'achat. Et ça veut dire que l'ensemble des produits que nous, on commercialise, ils ne présentent pas ce défaut. Donc, j'ai reçu, on va dire, une cinquantaine de mails dans la journée pour me dire... Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, s'il vous plaît? Voilà, mais il n'y a pas de souci, pas de problème. Voilà, il n'y a pas de souci. Et alors, est-ce qu'on peut reconditionner que des téléphones ou on peut aussi, je sais pas, imaginer reconditionner des tablettes, des ordinateurs et pourquoi pas des objets connectés ou autres? On peut tout recycler, il faut chercher. Aujourd'hui, c'est vrai que on parle souvent d'obsolescence programmée, tout ça, et c'est vrai que beaucoup de gens ont envie de changer parce que un produit est devenu un accessoire de mode quelque part. Donc, l'accessoire de mode de l'un, ça peut être celui du lendemain pour quelqu'un. Donc, en effet, tout est recyclable et il faut chercher à avoir à aller chercher, voir s'il y a l'économie pour traiter ou tel marché. Donc en effet, nous, aujourd'hui, on diversifie. On commence par les tablettes, on va aussi vers d'autres marques. Et puis, dès l'instant où une marque a une stratégie de maintien de son prix dans le temps, où le produit est suffisamment petit pour être transportable et organiser une logistique assez importante, dès l'instant où on peut industrialiser un process, parce qu'il y a aussi une notion d'économie. C'est ça, c'est green and biz quand même. Faut pas oublier que derrière, il faut qu'on soit rentable. Exactement. Nous, on n'a pas vocation à pas gagner d'argent. Voilà, c'est le principe. Mais tout en étant, on participe au bien-être de la planète et du coup, c'est plus sympa. En fait, on se dit qu'on fait pour le bien tout en gagnant de l'argent. Donc c'est bien. Donc un produit finalement dont le prix ne décline pas pour pouvoir ensuite proposer un prix moins cher Voilà. aux salariés. Alors aux clients, il y a d'autres constructeurs pour le coup qui se sont intéressés à l'éco-responsabilité dans les smartphones. Je ne sais pas si vous connaissez le Fairphone ou le PhoneBlocks. Alors le Fairphone, c'est un téléphone donc, qui se veut équitable, notamment dans les matériaux utilisés, mais aussi dans les conditions de travail des gens qui vont créer ce Fairphone et qui se veut durable, à savoir pas d'obsolescence programmée dans ce téléphone. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative? Personnellement, je suis favorable. Il y a du business pour tout le monde et je leur souhaite vraiment de réussir dans leur projet. Moi, je trouve que forcément, il y a aussi là, je lisais des études dernièrement, il y a aussi beaucoup de consommateurs français qui regardent cet impact écologique quand ils achètent leurs produits. Quelque part, vous sentez vraiment que c'est quelque chose que les gens recherchent et regardent aujourd'hui, de savoir en France, beaucoup plus qu'ailleurs. Je pense qu'il y a une sensibilité à ça. Et quelque part, des consommateurs vont être intéressés pour le geste d'acheter le produit parce que justement, on peut le garder longtemps, il est réfléchi et il ne pollue pas. Et alors, il y a une autre innovation qui, à mon avis, va intéresser le professionnel du reconditionnement que vous êtes, c'est le PhoneBlocks, à savoir le téléphone qui ne serait plus vendu donc, en un seul morceau, mais en plein de petits morceaux qu'on pourrait interchanger. Et ce qui ferait que, par exemple, on pourrait simplement remplacer la batterie, ce qu'on ne peut plus faire sur un smartphone aujourd'hui, et qui permettrait au téléphone de durer plus longtemps en l'achetant par pièces détachées, tout simplement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà testé peut-être. Pas testé. Après... Personnellement, je trouve que y a plein de bonnes idées. En effet, l'obsolescence programmée, c'est un vrai sujet. Quelque part, nous, on s'adaptera, on regarde toujours les business tels qu'ils viennent, on se pose, on n'a pas peur. Donc on se dit, ce business-là, on va le regarder et potentiellement, nous, on va aussi reprendre des produits. On va aussi, voilà, après, il y a toujours une question de look aussi. Hein. Est-ce qu'on va faire changer le design et tout ça? Il y a aussi des gens qui vont vouloir certainement revendre leurs produits et quelque part nous on peut envisager de réassembler d'autres fonctionnalités pour la gamme N-1 parce que les consommateurs vont être intéressés par le produit en deuxième vie également. Et alors c'est également Green and Bee, c'est également une aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui vous faites quel chiffre d'affaires à peu près? Alors, j'espère que mes associés ont lu leur mail parce qu'on leur a fait envoyer les scores tout à l'heure parce que les chiffres viennent de sortir tout à l'heure. Donc, mais on réalise un CA pro forma conso de 98 millions d'euros. Donc 98 millions d'euros, 2 usines, 300 collaborateurs à peu près, ce que vous me disiez. Et vous venez de faire une levée de fonds de 17 millions d'euros. Qu'est-ce que vous allez en faire? On a besoin d'acheter des produits pour pouvoir les recycler, donc il faut du cash. Le cash, il sert à acheter les matières parce qu'on paye d'avance les produits, des fois jusqu'à 7 jours avant de les recevoir.
Ensuite, il faut les traiter, donc il y a un temps de traversée dans l'usine, ensuite il faut les livrer, et à partir du moment où on les livre, on peut encaisser l'argent et mobiliser la facture quelque part. Mais il faut acheter les produits de plus en plus loin, il faut réussir à fournir la demande qui est de plus en plus forte. Et donc il faut acheter de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Voilà. C'est une demande française essentiellement ou une demande qui peut venir aussi de l'étranger? C'est une demande mondiale, on va exporter Remade in France, donc on va aller vendre nos produits aux États-Unis. Ensuite on démarre ce mois-ci avec une première commande au Pérou. Chili devrait suivre, donc on commence à rentrer un peu chez les opérateurs sur différents territoires, continents. Et puis voilà, l'aventure américaine nous séduit parce qu'on va amener Remade et le Remade in France là-bas, on y croit quoi. Et voire même la Chine, parce qu'aujourd'hui nous on constate que il y a un gros marché chinois tout simplement. Et aujourd'hui on constate qu'on fait bien le travail et des consommateurs chinois en ont aussi assez d'acheter des produits qui sont recyclés par des usines chinoises qui font un travail parfois de mauvaise qualité, quoi. Et c'était justement ma question, c'est-à-dire que le reconditionnement français est plus qualitatif que le reconditionnement chinois? Nous, on travaille vraiment sur le respect du produit, c'est-à-dire que le chargeur qui est à l'intérieur, il est sécurisé, il est certifié, on a une traçabilité du produit dans la boîte, c'est-à-dire que même si un jour par mégarde, alors qu'on a mis tous nos ingénieurs à tout contrôler, il y a un problème, on est capable d'organiser une campagne de rappel. Voilà, on traque le pire, on fait en sorte qu'il n'arrive pas, mais pour autant, on est prêt en cas de problème. Et ça, aujourd'hui, c'est pas le cas, je veux dire. Vous achetez des chargeurs en Chine, vous ne savez pas sur quoi vous tombez, le truc il peut prendre feu, le truc il peut faire fondre l'iPhone et ça c'est super dangereux. Donc nous on veut absolument que ce métier se professionnalise, on veut aussi que nos compétiteurs s'ils rentrent sur le marché fassent attention et ne mettent pas de mauvais chargeurs parce que ce serait pas bien pour l'ensemble du business. Et voilà, il faut être responsable quand on vend un produit, quoi. Il y a une réglementation là-dessus aujourd'hui en France ou c'est quelque chose qui se développe et qui pourrait arriver dans les prochaines années? Il y a toujours une réglementation, vous n'avez pas le droit de mettre un produit, un chargeur par exemple sur le marché s'il n'a pas été certifié, s'il répond pas aux normes du pays, voilà, donc il y a tout. Donc même quand on le reconditionne, on repasse en fait par la certification Alors, on reconditionne pas le chargeur. Par contre, on vérifie que le chargeur qu'on fournit, qui est un chargeur neuf, lui ait passé la certification, qu'il ait l'homologation et qu'il soit conforme aux attentes du constructeur, tant en termes de sécurité qu'en termes de fonctionnement. Eh ben, merci beaucoup Mathieu Millet et je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission, la start-up. Bonjour Camille. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes responsable événementiel et partenariat Europe chez Gyroptique. Et alors justement, Gyroptique, qu'est-ce que c'est? Alors Gyroptique, c'est une entreprise qui a développé une caméra capable de filmer à 360 degrés, la 360 cam. Donc c'est une caméra qui a 3 optiques, qui va filmer dans 3 directions différentes et on a une technologie unique à l'intérieur qui va fusionner ces 3 flux d'images pour donner un seul fichier à 360 degrés. Donc du coup, ça va donner une image qui est complètement immersive, puisqu'on va pas avoir juste un cadre, comme on a toujours fait pendant 200 ans de photos et de vidéos. Non, là, cette fois, on va avoir vraiment tout ce qui se passe tout autour de nous. Et on va vraiment pouvoir se plonger dans les photos et les vidéos de manière totalement immersive. Et alors du coup, comment est-ce qu'on peut regarder une vidéo 360? Alors c'est très facile. C'est un fichier qui est standard, donc c'est du MP4 pour les vidéos, JPEG pour les photos. Il suffit simplement d'utiliser un player 360. Donc YouTube en est un, Facebook en est un également. Nous, on en met un également à disposition pour pouvoir tout simplement naviguer dans l'image. C'est un peu le même principe que Google Street View. Vous allez pouvoir, juste en touchant l'écran, donc on clique et comme ça, on peut se balader dedans tout simplement. Et il y a aussi une autre manière de le faire qui est aussi beaucoup plus sympa, qui est les lunettes de réalité virtuelle. Donc il suffit simplement, par exemple, on a un smartphone, on va mettre notre vidéo dessus. On va scinder l'image en deux, on va pouvoir juste mettre nos Google Cardboard par exemple, et là on se plonge réellement dans nos photos, nos vidéos, en bougeant la tête, on va regarder tout ce qui se passe autour de nous. Donc en fait on est plongé dans un monde virtuel et en bougeant la tête par exemple, je pourrais être comme on voit à l'écran dans des chutes quelque part. Exactement, c'est ça le principe, c'est de revivre les instants. Et alors vous êtes venu également avec un ampoule fixé sur la caméra, à quoi ça sert ça? Alors en fait on a pensé la caméra en 2 parties. La première partie c'est toute la technologie et la partie inférieure en fait c'est l'usage. Et donc on va pouvoir moduler justement cette partie inférieure en la remplaçant par des accessoires. Et on a pensé au culot d'ampoule qui va permettre de tout simplement visser la caméra comme une ampoule traditionnelle pour pouvoir alimenter en électricité en continu la caméra,
Après, tout simplement, on va se connecter grâce au Wi-Fi à la caméra avec son smartphone et on va pouvoir regarder à distance ce qui se passe à la maison, faire de la vidéosurveillance ou tout simplement filmer la soirée qu'on organise chez soi. Et alors, du coup, ça m'amène à une question. Ça fonctionne sur batterie, j'imagine, cette caméra. Et l'autonomie, c'est de combien de temps à peu près? Alors sur batterie, c'est une autonomie d'1 heure. Et c'est des petites batteries qui sont rechargeables, amovibles, donc on peut en avoir plusieurs dans la poche. Dès qu'il y en a une qui est déchargée, on la remplace et on continue. Et alors, on voyait également sur la vidéo qu'on pouvait la mettre sous l'eau, mais qu'il fallait rajouter en fait un petit cache ou un petit bonnet de piscine, en fait, même pour la caméra. C'est ça, en fait, la caméra, naturellement, elle est étanche, jusqu'à 10 mètres de profondeur. Mais on a un effet, en fait, quand on met une optique sous l'eau, elle va perdre du champ de vision. Donc du coup, ça nous pose problème pour le 360 degrés, puisqu'on n'a plus de 360 degrés. Donc tout simplement, on va lui rajouter des petites lunettes qu'on va venir fixer sur les optiques, qui va justement empêcher cet effet de diffraction et récupérer une image qui est à 360 degrés. Et alors, vous me disiez que vous aviez fait des tests ou même des partenariats où une caméra peut servir dans un événement sportif, par exemple. Absolument, en fait, on avait une base également qui permet de faire du live streaming vidéo par branchement Ethernet. Et on a fait un partenariat avec France Télévisions pour Roland-Garros l'année dernière, qui a permis de placer plusieurs caméras dans Roland-Garros, dont une sur la chaise de l'arbitre, d'autres donc dans le village de Roland-Garros. Et grâce à une application, en fait, les internautes pouvaient regarder depuis leur smartphone ce qui se passait en temps réel, Roland-Garros, les matchs, les gens qui déambulent dans le village, tout simplement. Et alors, où est-ce qu'on peut la trouver, cette petite merveille? Alors pour le moment sur Internet, sur notre site 360.tv. En ce moment, elle est en production. Elle sera disponible dès la fin du premier trimestre, début deuxième trimestre. Et alors, une dernière question, elle coûte combien cette caméra? 499 €. Eh bien, merci beaucoup Camille Gobin. Merci. Et je vous propose maintenant de passer à la dernière partie de cette émission, coaching. Bonjour Dimitri. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes coach chez Leak et vous êtes venu avec 3 prises différentes qui permettent de connecter sa maison. Exactement, donc ça permet déjà de connecter la maison et ça permet aussi de pouvoir faire un relevé en direct de sa consommation énergétique. Alors à quoi elles vont servir les 3 différentes? Est-ce que déjà c'est les 3 mêmes ou elles ont 3 utilités différentes? On a vraiment 3 utilités différentes et puis 3 types de connexions différentes. Elles marchent tous en Bluetooth. On en a 2 qui vont marcher en Wi-Fi, mais pour ça il faut une base. Le HomeKit de chez Apple pour la Eve et pour la Giga 7 la base Giga 7 qui est fournie séparément. Et donc après une fois qu'on est en Bluetooth ou en Wi-Fi, ça envoie quoi comme information alors? On a en direct, je sais pas après si on peut avoir une vision. Alors on va regarder sur effectivement. On a en direct une consommation de... Alors, il faudra le montrer à la caméra, mais effectivement, on voit la consommation énergétique d'un smartphone qui charge de 4,4 watts. On va pouvoir aussi brancher ça, par exemple, à un aquarium pour pouvoir gérer le temps, mettre un minuteur, en fait, pour la nuit ou sur une veilleuse d'un enfant. Donc, pour avoir la température de l'aquarium ou alors pour que la veilleuse s'arrête à un certain moment. Avec un minuteur, totalement. Est-ce qu'on peut connecter d'autres objets que son smartphone à ces prises? Pour la HomeKit de chez Eve, avec Eve, oui, on a toutes sortes d'appareils qui sont dédiés qui marchent que ça sur Apple. Et Giga 7, pareil, un pack de sécurité avec caméra et capteur et détecteur. Et donc toutes les 3 sont connectées à une application. J'imagine qu'on peut connecter sa maison, donc quand on est même à l'autre bout du monde, finalement, on peut régler la température, totalement. Le chauffage. Pour la Eve et pour la Giga 7, oui, la AUX va marcher seulement en Smart Bluetooth. Smart Bluetooth, c'est une portée de 30 à 50 mètres. Toutes les 3 sont en vente chez Leak. À quel prix à peu près? On va commencer par la Smart Plug de chez AWOX qui, elle, était à 29,90 € et les deux, la Eve et la Giga 7, sont à 49 €. Eh ben, merci beaucoup Dimitri. Avec plaisir. Merci également Camille. Merci Mathieu. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi donc Connect et je vous donne rendez-vous dès demain matin pour le replay et je vous donne rendez-vous également le mois prochain pour un nouveau numéro.